Cette conférence va maintenant être enregistrée. Dans cette réunion qui donc est prise par ailleurs. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette réunion sur le sujet sur les énergies renouvelables thermiques. Donc, pour ce faire, il y aura plusieurs intervenants. Cette réunion aura lieu en 1 heure. Donc, on aura le plaisir d'entendre Michel Castan qui va nous présenter le COFOR 64, du contexte des services proposés, suivi d'Antoine Mignon, chargé de mission énergie renouvelable thermique au COFOR 64 avec les sujets énergie renouvelable sur les ressources sur le 64, bois solaire et géothermique. Quel enjeu pour les énergies renouvelables? Pourquoi utiliser les énergies renouvelables? Enfin, il y a tous ces sujets qui vont y aller de bonne aloi. Donc, vous pouvez poser des questions comme vous l'entendez, soit oralement, soit par écrit, comme vous a présenté Ingvar, qui sera là pour la logistique et pour animer cette réunion. Donc, je passe tout de suite la parole donc à Monsieur Castan, qui va donc nous présenter COFOR 64. Et merci d'avance. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Ça me paraît important et intéressant. J'interviens en tant que président des communes forestières des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi de toute la Nouvelle-Aquitaine. À ce niveau-là, voilà, les communes forestières sont un réseau qui existe nationalement, avec une tête de réseau nationale, plus des déclinaisons régionales et départementales. Et notre mission première est d'accompagner, d'assister les élus pour toutes les questions concernant la forêt et le bois dans les actes de tous les jours. Alors, quand on parle de ça, on parle pour les communes forestières, on parle de relations avec l'ONF, avec les ministères, des financements, les périodes de crise. On parle aussi de toutes les marches territoriales. Nous avons, dans les formateurs que nous avons des gens qui peuvent venir pour conseiller sur des approches pour le PCAET, les SCOT, mais aussi les chartes forestières de territoire et autres. Et puis, plus particulièrement, sur le département, nous avons aussi donc, une intervention sur les énergies renouvelables thermiques, essentiellement donc, le bois a priori, mais bien sûr, le complément sur la géothermie et divers. Voilà, donc nous, cette action au niveau de thermique, nous avons mis ça en place, les énergies renouvelables. Il y a maintenant 7 ans que nous avons un chargé de mission sur le département, qui a une mission de veille globale sur l'ensemble du département et de répondre aux demandes de divers élus, et donc avec un partenariat étroit. Et aujourd'hui, j'en veux que pour preuve la démonstration avec notre webinaire avec l'AMF 64. J'en avais parlé à plusieurs reprises avec le président Alain Sens il y a quelques années. Et c'est ce qu'on fait un petit peu dans tous les départements. On a une approche assez serrée avec l'AMF qui, pour les questions forêt, se retourne vers le réseau des COFOR qui peut l'appuyer sur les questions foncières, développement territorial, donc aujourd'hui énergie. Voilà. Que pèse notre association? Elle pèse de plus de 6 000 adhérents sur le territoire national, avec une grosse partie des communes, mais aussi des EPCI, des comités de communes, des comités d'agglomération et ce genre-là, des parcs naturels régionaux. Et nous intervenons un peu pour le compte des élus sur l'ensemble du territoire. Au niveau départemental, nous avons un peu plus de 100 communes adhérentes. Et dans ces communes, il y a des commissions syndicales aussi, qui sont situées surtout en montagne. On a un Pays Basque de très grosses, puis en Béarn, pour en citer une, sur le Pays Basque, il y a celle de Soule qui pèse plus de 7 000 hectares, 7 000 hectares de forêt, et qui pèse 15 000 hectares, de même que celle de Saint-Jean-Pied-de-Port avec 17 000 hectares. Et puis on en retrouve en Béarn aussi, qui sont souvent des commissions syndicales forestières, sauf à l'Osso, où il y a aussi pâturage et forêt. Voilà pour citer un petit peu les choses. Mais au niveau forêt, on couvre donc sur 102, 103 communes sur le territoire et il y a un potentiel de 190 communes sur le territoire. Bon, nous aussi, on cherche à en faire adhérer, puis nous, à la demande, on intervient sur tous ces sujets-là. Voilà un petit peu pour présenter la chose. Les communes forestières, c'est 80 000 hectares de forêt dans le département. Voilà, donc
On intervient pour la défense des communes. Il y a eu au niveau national une volonté de taxer les communes. On avait fait un bras de fer et grâce à nos 6000 communes, on avait pu inverser les tendances. Notre objectif, c'est de développer le circuit court dans notre département et là où on intervient. En particulier, nous avons été à la création d'une société qui est la Compagnie du Hêtre des Pyrénées, où on fabrique du mobilier en hêtre local, en bois massif. Et voilà, on a un site internet, on en vend. Et, par exemple, j'ai aperçu mon ami le maire de Bedouce qui a utilisé de ces mobiliers-là, et puis on développe un petit peu un peu partout. On travaille sur la construction en bois local. Disons que le réseau des communes forestières, c'est travailler auprès des élus, les sensibiliser sur l'intérêt à utiliser du bois local en circuit court parce que on travaille ainsi pour faire des emplois non délocalisables, ce qui est la même chose pour le bois énergie, puisque les propriétaires sont locaux, les exploitants sont souvent locaux, la transformation se fait localement et l'utilisation localement. Et donc, les vertus, donc plusieurs communes y ont déjà participé, on cherche à étendre ces choses-là. On voit dans le tableau quelques meubles de la compagnie du Hêtre. Nous travaillons en partenariat avec Philippe Nouvelle-Aquitaine pour la construction bois. Nous avons sensibilisé pas mal de communes. Et puis, l'une des dernières réalisations, c'est la halle bio de Bière que nous avons comportée avec eux. Et puis, voilà. Et se chauffer au bois local, c'est un peu le sujet aujourd'hui, avec Antoine comme intervenant depuis bientôt 7 ans chez nous. Voilà. J'ai presque oublié qu'il y avait 7 ans qu'il était là. On a mis 10 ans quand même à mettre en place ce service-là. Et il y a 7 ans qu'il est là. Je crois que il répond à pas mal d'attentes et on est là pour accompagner les élus à leurs demandes, les conseiller. Et là, je laisserai Antoine en parler plus précisément puisque c'est bien son cœur de métier. Ça marche. Merci Milou. Du coup, pour la suite, donc sur les énergies renouvelables thermiques, j'ai prévu de vous faire un petit récapitulatif rapide, technique sur comment ça fonctionne et pourquoi on les utilise et comment on les utilise de manière assez succincte. L'idée, c'est que vous ayez les billes pour pouvoir vous projeter aussi dans vos projets et puis ne pas hésiter à revenir vers moi ou demander à vos bureaux d'études ou vos prestataires pour les inciter en fait à se poser la question d'utiliser ces énergies-là. Très concrètement, c'est des énergies qui ne sont pas forcément toujours étudiées parce que les bureaux d'études ont des fois autre chose à faire. Ils ne sont pas forcément tous très à l'aise avec ces énergies-là. Et l'idée de ma présence, c'est aussi de pouvoir les accompagner là-dedans. Vous accompagnez vous sur la maîtrise d'ouvrage, mais aussi accompagner les prestataires pour que, au fur et à mesure, ils commencent à maîtriser ces énergies plus facilement. Donc, en gros, on en a 3. Il y a le bois énergie. Donc, c'était l'intérêt des communes forestières, c'était de pouvoir développer les bois énergie en circuit court. On a élargi à la demande de l'ADEME et de la région il y a 2 ans aux autres énergies renouvelables thermiques qui sont le solaire thermique et la géothermie de surface, dans l'idée en fait d'apporter au maître d'ouvrage le projet le plus cohérent. Je vais vous montrer après pourquoi, parce que des fois le bois ne répond pas à la demande de la consommation du bâtiment. Et le solaire va peut-être mieux répondre sur certains bâtiments, la géothermie sur d'autres bâtiments. Hop, je regarde du coup est-il prévu, je vois qu'il y a des questions déjà qui arrivent dans le chat. Si vous voulez, on va les récupérer au fur et à mesure ou on les récupère à la fin. Peut-être qu'on les récupérera à la fin, ce sera plus facile. Je vous déballe un peu tout ça là, en gros un quart d'heure, 20 minutes, et puis à la fin, on prendra le temps de détailler vraiment toutes les questions. Juste du coup sur le bois énergie. Qu'est-ce qu'on va couvrir comme besoin? En fait, on va produire de la chaleur, de l'eau à peu près à 80 degrés, 90 degrés. Il y a différentes technologies. On peut aussi produire de l'air chaud, mais généralement pour les bâtiments communaux, ça va être intéressant pour l'industrie. Pour les bâtiments communaux, je note souvent, ou publics, souvent c'est le chauffage qui va être intéressant ou l'eau chaude sanitaire dans tout ce qui est piscine et autres. Donc là, vous avez quelques images, je vais vous le détailler derrière. En gros, comment ça fonctionne? On va avoir un stock de bois qui va devoir être collé à notre chaudière. C'est la grande problématique de nos chaudières à bois, c'est que notre stock,
il doit être collé à la chaudière parce que tout le transfert en fait de combustible se fait de manière mécanique par des systèmes de vis ou par des systèmes de tapis suivant les puissances des chaudières. Et du coup, dès qu'on va faire un projet de chaufferie bois, il va falloir imaginer l'espace pour pouvoir adapter en fait le silo à côté de la chaufferie, si c'est une chaufferie qui existe déjà, ou créer un espace en fait chaufferie et silo suffisamment grand et surtout suffisamment accessible parce qu'on vient livrer avec des camions, je vais vous montrer je pense des photos après, je sais plus, je l'en ai mis, des camions polybènes, donc un peu comme les camions de déchetterie. Donc ça quand même, ça représente du volume parce que notre bois, il contient moins d'énergie que les énergies fossiles. Dans le même volume, on a moins d'énergie dans le bois que dans les énergies fossiles. Et du coup, il nous faut plus de place pour pouvoir stocker tout ça. Vous verrez là, vous voyez certainement sur les schémas, tout le système est régulé. C'est des chaudières qui sont en fait automatiques. L'intérêt, c'est pour une collectivité, c'est justement de pouvoir utiliser une énergie renouvelable, mais avec un système qui est complètement automatisé. Si on avait de la bûche, on ne pourrait pas automatiser aussi facilement tout ça parce qu'il faudrait pouvoir faire le chargement de bois. Là, vu que ce sont des vis qui alimentent la chaudière, que ça soit du granulé ou du bois déchiqueté, on va avoir quelque chose d'automatique. Je vous ai mis juste un petit graphique voilà, qui apparaît là pour vous expliquer pourquoi bien souvent sur le bois, mais aussi sur la géothermie, je reviendrai après, on a deux types d'énergie. En fait, notre chaudière bois, on va essayer, le graphique là, il représente les appels de puissance, c'est-à-dire la puissance que doit délivrer la chaudière pour faire chauffer le bâtiment. En hiver, on va devoir apporter plus de puissance pour monter en température le bâtiment parce qu'il fait froid dehors et du coup, le bâtiment on doit donner plus de puissance pour chauffer notre bâtiment. Au printemps ou à l'automne, il fait moins froid dehors, donc on a besoin de moins de puissance pour pouvoir faire monter en température notre bâtiment. Donc c'est ce qu'on appelle là les appels de puissance. Et notre chaudière, on va essayer de la dimensionner en fait pour qu'elle fonctionne au maximum à sa pleine puissance. Pourquoi? C'est un peu comme les inserts ou les poêles dans vos maisons. Généralement, ils fonctionnent bien et ils tournent bien quand il est à pleine puissance. Et on va trouver très peu de cendres dans notre insert s'il a fonctionné à pleine puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, la combustion de notre bois elle nécessite un foyer qui soit suffisamment chaud pour pouvoir brûler avec des rendements très importants. Et plus le rendement est important, moins il y a de cendres derrière. Et moins il y a de cendres, moins il y a aussi d'encrassage de la chaudière, de maintenance à faire sur la chaudière. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, et plus la chaudière va durer longtemps parce qu'elle tournera vraiment à plein régime. Du coup, quand on prépare notre projet, on va essayer de dimensionner en gros 50%, ou là sur le graphique c'est 60% de la puissance avec la chaudière bois. Et puis quand la chaudière bois ne peut pas assurer vraiment l'apport de chaleur parce qu'il fait vraiment très froid dehors, et ben c'est la chaudière gaz ou une chaudière fuel ou une chaudière propane qui va prendre le relais, qu'on appelle la chaudière d'appoint, et qui en fait va fonctionner très peu dans l'année, quelques jours ou quelques heures, mais qui est nécessaire pour pouvoir monter quand même en température le bâtiment, parce qu'on a dimensionné la chaudière de bois à 60% seulement de l'appel de puissance. Pour autant, en fait, 90% de la consommation sera faite par le bois et 10% restants seront faites par l'énergie d'appoint. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu, que vous ayez ça en tête parce que on le fait quasiment sur tous les projets dès qu'on a des chaudières un peu importantes et du coup, c'est un sujet qui revient régulièrement. Je vous disais tout à l'heure, pour que ça soit automatique, le bois énergie, il nous faut en fait un combustible qui est considéré comme presque liquide parce qu'il va se déplacer par lui-même grâce à nos moyens mécaniques de vis. Et donc pour ça, on a du bois déchiqueté qu'on appelle aussi la plaquette, qui elle est produite en fait à partir de bois forestier ou autre, mais du bois qui est simplement broyé en fait. Broyé et ensuite stocké. Puis livré, vous voyez, il y a un camion là à droite, c'est une livraison justement là, sur la commune de Bedouce. Henri Bellegarde vous présentera un peu son installation à la fin là. Ce combustible du coup est livré par des polybènes comme ça, donc des bennes comme les bennes de déchetterie. Et ensuite on a le granulé qui lui aussi peut être utilisé. Où là c'est de la sciure de bois qui est compactée. Donc pour produire ce granulé-là, on est obligé de passer par la phase scierie. En fait, c'est un sous-produit des scieurs. C'est la sciure à la sortie du process de scierie qui ensuite est compactée
pour pouvoir être transformé comme ça en petits granulés de bois. L'avantage de ce granulé de bois, c'est qu'il est facilement déplaçable. Il contient plus d'énergie que le bois déchiqueté parce que l'humidité est moins importante. On est en dessous des 10% d'humidité parce qu'il est séché pour pouvoir arriver à ce niveau d'humidité. Et comme il est bien calibré, eh ben, on peut le livrer facilement par soufflerie. Donc c'est le camion qu'on voit en bas à gauche. Et c'est comme un camion fuel à peu près. Et on a un tuyau qu'on met derrière là et avec lequel on va pouvoir souffler le granulé jusque dans les silos. Donc grâce à cette technique-là, en fait, on peut avoir des silos qui se retrouvent à une vingtaine de mètres du camion et qu'on peut remplir de cette manière-là grâce à la soufflerie. Du coup, concernant le bois énergie sur notre département, je vous ai fait je vous ai remis ce petit graphique là à droite qui représente le bois énergie, enfin le cycle du bois forestier. Je précise bien forestier parce que sur le bois énergie, on n'est pas obligé d'utiliser forcément que du bois forestier. On peut utiliser du bois aussi de déchetterie, on peut utiliser du bois d'élagage, voilà, il y a plein de types de bois qui sont valorisables. Je crois que j'ai un schéma après, je vous montrerai. Sur le bois forestier en tant que tel, on a regardé aussi sur notre département en gros quelles étaient les consommations de bois. Donc je vais vous détailler ça aussi. Mais juste pour vous préciser en fait que l'objectif de la forêt, c'est de produire du bois construction. Donc c'est notre schéma qui est en bas à droite, c'est ce bâtiment-là, qui lui va stocker du carbone grâce à l'utilisation du bois dans la construction. La forêt, quand on va la faire grandir, pour pouvoir produire du bois de construction, il va falloir avoir des arbres qui soient suffisamment serrés au tout départ de la production. Dans l'objectif, en fait, que les arbres montent bien haut, bien droit, avec peu de branches et du coup peu de nœuds, parce que dès qu'il y a une branche, il y a un nœud, et que du coup les scieurs apprécient ce bois-là, parce que quand ils vont commencer à scier ce bois-là, ils vont être peu embêtés par les nœuds, par tout le bois. Si on a des bonnes longueurs bien droites avec très peu de branches, on va avoir du bois d'œuf qui sera très intéressant pour les scieurs. Du coup, le sylviculteur, quand il prépare sa forêt, il va avoir des arbres très serrés pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, quand les arbres ont commencé à bien grandir, ils sont bien hauts, il va falloir dégager certains arbres pour que ces arbres-là puissent grossir, pour pouvoir ensuite donner notre bois d'œuf. Et tous ces petits arbres qu'on a enlevés, qu'on appelle les éclaircies, tous ces arbres qu'on a enlevés, eux, ils sont très intéressants à être utilisés en énergie. L'intérêt du bois énergie, notamment en circuit court, c'est que du coup, ces bois-là ont une valeur maintenant. On les achète pour pouvoir les broyer, pour pouvoir les utiliser en énergie. Mais voilà, c'est bien en fait un sous-produit de la sylviculture, de la gestion forestière. Et après, donc vous voyez, il y a les bois en fin de vie qui peuvent être réutilisés en chaufferie. Après, ça dépend de chaque chaufferie. Chaque chaudière a des spécificités et la qualité du combustible est importante à déterminer en amont. Et chaque chaudière doit respecter en fait la qualité du combustible qui est adaptée à son système de transmission entre le silo et la chaudière et à son système de combustion aussi dans la chaudière. Juste par rapport à la ressource, du coup, on a fait une étude avec la DDTM 64, enfin une étude, un état des lieux, il y a 6 mois maintenant, où on a estimé qu'on consommait à peu près 50% de l'accroissement annuel aujourd'hui. En gros, sur le département, on consommerait autour de 500 000 tonnes de bois et chaque année, il y a à peu près 1 million de tonnes de bois qui poussent de nouveau. Donc chaque année, on consomme à peu près 50% de ce qui est produit. Dans cette répartition, en fait, vous voyez, donc sur le camembert là, le jaune, c'est principalement du bois bûche pour les ménages qui prend la majeure partie de notre consommation. À savoir que dans les perspectives qui sont faites aujourd'hui sur la consommation de bois énergie dans le futur, cette consommation diminuerait parce que l'objectif c'est de changer tous les inserts qui ont des mauvais rendements vers des inserts qui ont des bons rendements et du coup les consommations risqueraient de diminuer sur ce sujet. Voilà. Pour autant, 50% de l'accroissement annuel, c'est quand même une quantité qui est assez importante. Et du coup, dans cette idée-là, en fait, on a proposé, nous, aux communes forestières, de travailler avec le pôle métropolitain Béarn et avec l'agglo Pays Basque sur ce qu'on appelle des plans d'approvisionnement territoriaux, où on propose en fait de faire une concertation territoriale sur une base en fait L'objectif, c'est de connaître clairement quelles sont les quantités de bois mobilisables en forêt,
Donc l'étude va montrer ça dans le plan d'approvisionnement territorial. Et sur cette base-là, d'échanger sur comment développer notre filière locale et comment surtout agir au niveau forestier pour qu'on ait des forêts qui soient durables et une consommation qui soit adaptée en fait à notre production. Donc on est en train d'y réfléchir là avec le pôle métropolitain Berne et avec l'Aglo Pays Basque sur ces questions-là. Là, je vous ai mis une carte qui représente en fait la filière bois-énergie pour les chaudières automatiques sur le département. Vous avez en rouge les carrés rouges, ce sont les producteurs de bois déchiqueté, producteurs et distributeurs de bois déchiqueté. Donc, vous voyez, on commence à en avoir un peu partout sur le département. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, du coup, on en avait 3 sur le département. Aujourd'hui, on en a presque une dizaine qui approvisionnent finalement des chaudières avec du bois déchiqueté. Donc, c'est des plateformes pour stocker du bois déchiqueté. Et donc, après, vous avez les ronds bleus, ce sont les chaudières bois déchiqueté qui existent. Les triangles bleus, ce sont les chaudières au granulé. Et puis, les ronds en bleu clair ou triangle clair, je ne sais pas s'il y en a. Là, c'est les projets qui sont à venir. Donc, vous voyez, il y a quand même quand j'ai commencé, il y avait une petite dizaine de chaudières sur le département. Aujourd'hui, on est plutôt autour d'une cinquantaine. Voilà, il y a vraiment beaucoup de demandes autour de ça. Et puis, ça répond finalement aux besoins de pas mal de personnes, de consommateurs. Voilà, du coup, l'intérêt du bois énergie, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va valoriser les ressources locales. Vous voyez sur le graphique, là, je vous disais par rapport aux ressources. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du ripicide, il y a les aliments de haies, voilà, on peut prendre du bois un peu partout pour pouvoir le transformer en bois énergie. Et au niveau économique, en fait, donc sur le graphique en bas à droite, vous voyez le prix du bois, c'est le plus bas de toutes les énergies. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est très peu fluctuant, ce prix-là. Et ça, c'est vraiment que le prix de la molécule de chaleur issue de chaque source d'énergie. Et en bas à gauche, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle en fait le prix en coût global. Donc c'est le prix de la chaleur qui sort du radiateur ou de l'eau chaude. Et ce qui est intéressant avec les énergies renouvelables, c'est que la majeure partie du prix de la chaleur qu'on récupère provient en fait de l'investissement. L'investissement est lourd et les coûts de fonctionnement sont plus légers. Et du coup, en fait, nos coûts d'investissement, finalement, on les connaît sur le temps d'emprunt. Donc, on a un coût de la chaleur qui est vraiment lisse sur le temps d'utilisation de nos installations. Et peu importe le type d'énergie, finalement, bois, solaire ou géothermie, c'est à peu près similaire pour les trois. Donc, pour le bois énergie, voyons voir. Je dois voir la suite là sur le solaire thermique. Le solaire thermique, on va principalement faire de l'eau chaude sanitaire. On peut faire du chauffage aussi, mais là où ça fonctionne très très bien et où on a des retours d'expérience qui sont très bons, c'est la production d'eau chaude sanitaire, principalement. Quand on va mettre du chauffage en plus dessus, là, c'est des sujets qui sont plus compliqués à mettre en œuvre et qu'il faut détailler plus précisément. D'ailleurs, voir avec l'ADEME par rapport au financement, parce que c'est pas sûr non plus que l'ADEME finance dans ce cas-là. Sur le solaire thermique, là, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir un appoint. Pourquoi? Parce que notre solaire, la ressource, elle est variable sur l'année. L'été, on a une ressource qui est très importante. L'hiver, on en a moins. Du coup, il nous faut de toute manière un appoint en plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dimensionner l'installation pour éviter, pour avoir une production qui soit optimale durant l'été, sans qu'on ait trop de production non plus. Parce que si on a trop de production pendant l'été, eh ben, on va avoir du matériel qui va surchauffer, du matériel qui va vieillir plus rapidement. Du coup, on va s'arranger en fait pour que le dimensionnement soit adapté à la consommation et qu'on ne surchauffe pas l'été. Et du coup, pendant l'hiver, on va utiliser plus d'énergie d'appoint, moins de solaire parce qu'il y en aura moins. Mais l'un dans l'autre, en fait, ça va permettre une longue durée de vie de notre installation et du coup des coûts de fonctionnement qui seront quand même plus intéressants que si on doit changer l'installation au bout de 5 ans parce qu'elle a vieilli prématurément. Le fonctionnement, du coup, on a nos panneaux solaires qui sont en toiture ou au sol et on va faire passer notre fluide dans les panneaux, le réchauffer et venir transmettre l'énergie dans le ballon. C'est ce qu'on voit à droite là, le ballon, je crois qu'il est numéro 4.
Et ce ballon-là, en fait, il y a une sonde dedans et on va voir par rapport à la sonde si la température est suffisamment haute grâce au solaire, et ben on consomme directement sur le ballon avec cette eau qui a été chauffée grâce au solaire. Si la température n'est pas suffisamment haute, alors l'énergie d'appoint va prendre le relais pour pouvoir assurer toujours une énergie en fait adaptée aux besoins, suivant le besoin, enfin, suivant la température à laquelle on a besoin. Et puis surtout, notre appoint va aussi pouvoir gérer les problèmes de légionnel par rapport aux problématiques sanitaires. Le solaire thermique, du coup, ce que je disais tout à l'heure, si c'est bien dimensionné et que on a fait une installation qui est adaptée en fait aux consommations, on va avoir une durée de vie qui est très très importante et du coup des coûts de fonctionnement qui sont super intéressants aussi. Au niveau économique, en dimensionnant pour avoir une consommation qui soit adaptée l'été, on va couvrir presque 50% des besoins sur l'année. Des fois, on peut monter plus haut suivant en fait les périodes de consommation. Si on a notamment des campings qui vont tourner sur tout l'été, là, on va avoir des taux de couverture qui vont être très importants parce que la majeure partie en fait de consommation est faite durant l'été. Du coup, on va avoir des taux de couverture annuels qui seront autour de 70%. Du coup, on a en fait un coût de l'énergie par rapport à notre énergie actuelle, qu'il soit de l'électrique ou des énergies fossiles, qui est divisé par 2 finalement en coût de fonctionnement. Voilà ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de stabilité des coûts à long terme, parce que finalement, nos coûts énergétiques sont divisés par 2 et la majeure partie de notre chaleur, c'est notre emprunt. Et voilà, les schémas de principe qui doivent être standardisés, ça c'est ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à l'utilisation du solaire pour produire de l'eau chaude sanitaire, en respectant en fait les schémas qui sont préconisés par Socol, on va avoir des installations qui seront fonctionnelles à 100%. On en est sûr et certain. Et ça évite d'avoir en fait des installations où on ne sait pas trop si ça marche ou si ça marche pas. Là, au moins avec ces systèmes-là, on est sûr et certain que ça fonctionne, d'après les retours d'expérience. Ensuite, sur la géothermie, du coup de surface. Je vais vous montrer après pourquoi on parle de géothermie de surface. Mais en gros, quel besoin on va couvrir? Du chauffage, mais cette fois-ci avec des basses températures. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir monter au-dessus des 55 degrés. Généralement, du moins les anciennes chaudières, quand on a un réseau de radiateurs dans un bâtiment, on est sur des températures autour de 80 degrés. C'était les températures qui étaient habituellement utilisées. Aujourd'hui, avec les chaudières à condensation, on va avoir des températures des fois plus basses. Et puis, avec les systèmes aussi de radiateurs, de planchers chauffants, on a des températures qui peuvent être plus basses. Mais voilà, la géothermie, clairement, on ne peut pas monter à 80 degrés, donc on sera avec des températures au maximum à 55 degrés pour le chauffage. Pour l'eau chaude sanitaire, ce n'est pas un problème. Avec 55 degrés, on peut assurer tout ce qu'il faut. L'intérêt de la géothermie, c'est qu'on peut faire aussi du refroidissement, soit vraiment du froid, de la climatisation, soit simplement du rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on va faire passer notre fluide issu du sous-sol directement dans les calories du fluide issu du sous-sol directement dans les radiateurs. Je vais le détailler après. Juste pour vous expliquer les systèmes de géothermie, il y a plusieurs possibilités. On parle souvent de géothermie et dans notre tête, c'est souvent la géothermie profonde. Celle-là, elle est clairement sur notre département. C'est difficile il y a eu des projets, il y a eu des études. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre parce que, notamment en surface, il nous faut suffisamment de consommation pour pouvoir justifier ce genre de géothermie. On a la géothermie basse énergie. Pardon, j'ai oublié la géothermie haute énergie à droite et celle-là, il me semble que ça n'existe pas sur notre département. L'objectif, c'est de produire l'électricité avec de l'énergie avec une température très très importante. Je ne pense pas que sur notre département, on puisse trouver ça. Mais du coup, chez nous, on a de la géothermie basse température et celle-là, on peut la trouver sans trop de problème. Basse énergie, et surtout très basse énergie. Et donc, celle dont moi, je vais vous parler surtout, c'est la très basse énergie où, en gros, on a deux possibilités. Soit on utilise ce qu'on appelle la géothermie sur nappe, c'est-à-dire qu'en gros, à 10, 20 ou 30 mètres de profondeur, on va aller chercher une nappe. Cette nappe, elle va avoir des températures sur l'année qui seront à peu près équivalentes tout le temps, c'est-à-dire qu'on sera autour de 15 degrés toute l'année. Et on va puiser l'eau de la nappe et l'envoyer dans une pompe à chaleur.
La pompe à chaleur, elle, va utiliser avec 1 kWh d'électricité, elle va pouvoir, grâce à l'énergie issue du sous-sol, produire 4 kWh dans le bâtiment. Donc avec 1 kWh d'électricité, on produit 4 kWh. C'est tout l'intérêt de la géothermie, c'est-à-dire que vu qu'on a une ressource en fait de sous-sol qui est régulière toute l'année, et ben notre pompe à chaleur, elle fonctionne au maximum de ses capacités toute l'année. Donc je parlais de la géothermie sur nappe et il y a une autre possibilité qui est la géothermie sur sonde, où là en fait on va faire des puits en gros de 10 cm de diamètre avec des profondeurs qui vont varier entre 30 et 100, voire jusqu'à 200 mètres de profondeur. De toute manière, on ne peut pas descendre à plus de 200 mètres de profondeur avec ce type de géothermie. Et donc là, on va juste simplement faire transiter un fluide caloporteur, aller chercher la chaleur dans le sous-sol, donc issu en fait du rayonnement terrestre, et remonter la chaleur jusqu'à la pompe à chaleur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on aura toujours en fait une température de 15 degrés issue du sous-sol. Et cette température de 15 degrés, on peut aussi très bien la faire passer directement dans nos radiateurs du bâtiment et du coup avoir une eau à 15 degrés dans les radiateurs du bâtiment et permettre un rafraîchissement pendant l'été. Donc, quand il y a des besoins de rafraîchissement spécifiques sur certains bâtiments, ça peut être réellement une solution optimale parce qu'avec un seul système de production de chaleur, on fait de la chaleur et du rafraîchissement en même temps. Voilà, en termes du coup d'intérêt technique et économique, en fait, on a une ressource qui est pérenne et durable toute l'année. On va s'arranger en fait, les sondes, on va s'arranger pour les décaler suffisamment pour éviter d'avoir pour éviter de refroidir le sol ou de le réchauffer dans l'autre sens. Si elles sont toutes espacées à plus de 10 mètres les unes des autres, les modélisations montrent qu'elles ne peuvent pas refroidir le sol. Le sol se réchauffe plus rapidement qu'on puise la chaleur dedans. Et donc, notre intérêt, c'est qu'on a un coefficient de performance qui est toujours de 4, voire supérieur à 4. Ce qui fait que nos coûts d'achat d'énergie sont divisés par 4 par rapport à un système électrique. Et voilà. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, la stabilité des coûts à long terme. Le coût de notre chaleur, il est stable sur le long terme parce que ça correspond principalement à notre investissement final. Alors, sur la droite, là, vous avez des schémas, comment ça peut fonctionner les pompes à chaleur, justement, en inversé chaud et froid. Et voilà, du coup, sur toutes ces questions-là, là, je vous ai brossé ce tableau-là rapidement avec les données principales et c'est pas forcément évident à tout emmagasiner. L'objectif de notre présence, financée par l'ADEME et par la région, c'est de pouvoir, en fait, au cas par cas, venir vous voir et faire au moins cette première partie d'information. Et ce qu'on appelle l'étude d'opportunité, en fait, qui est un dégrossissement du projet avec, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué là précédemment, par rapport à votre projet, clairement votre projet à vous, qu'est-ce que ça donnerait et comment on pourrait, comment une énergie renouvelable pourrait répondre à votre besoin. D'un point de vue technique et puis d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça pourrait donner aussi. Donc ça, c'est toute la phase en amont que nous, on fait pour vous. Et après, voilà, on va pouvoir en fait vous accompagner tout du long du projet. L'objectif, c'est que quand le projet se réalise, quand il est en fonctionnement, que vous ne soyez pas lâché et abandonné avec votre système en fonctionnement, mais qu'on puisse être présent aussi pour vous accompagner, vous mettre en relation avec les bonnes personnes, pour l'entretien, de la maintenance, faire en sorte que les cahiers des charges pour la maintenance soient aussi adaptés. Voilà, c'est vous accompagner depuis le début jusqu'au bout. Sur la partie technique et sur la partie financière, je ne sais pas si Alain, tu es toujours là. Alain Mézac de l'ADEME peut… je suis toujours là, Antoine. Comment vous pouvez être accompagné aussi sur toutes ces questions-là d'énergie renouvelable. Je te laisse la main, Nicolas. Merci Antoine. En effet, petite intervention pour vous présenter un peu
les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME sur ces projets-là, sur ces différentes filières. Déjà, comme le rappelait Antoine, l'importance du conseil de proximité. Donc, on a identifié, il y a maintenant presque 10 ans, la nécessité de pouvoir être au plus près des EPCI, des collectivités, en matière de conseil sur les notions de projet, de réhabilitation, de construction, faisant appel à la chaleur renouvelable. Et donc la mission qui fait l'objet d'un accompagnement technique et financier de la région et de l'ADEME a été mise en place par le biais donc de la Cofor 64 sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc ça, c'est une chose, en effet, pour mener ce type d'opération qui peut, je dirais, la question peut se poser à l'occasion d'une construction, d'une réhabilitation, dans le cadre de la volonté d'une collectivité d'optimiser ses consommations d'énergie et surtout ses dépenses de fonctionnement. C'est vrai que la question peut se poser de substituer un équipement qui est vétuste, peu performant, par une solution alternative qui fait appel donc à la chaleur renouvelable. L'important étant de bien identifier quel est le meilleur projet, quelle est la meilleure technologie qui peut répondre à cette préoccupation. Et donc dans ce cadre-là, il y a en effet tout d'abord tout ce qui gravite autour du conseil de proximité, comme vous l'a présenté Antoine, qui notamment débouche qui dans un premier temps, s'appuie sur de la communication, sur la sensibilisation, sur du retour d'expérience. Vous aurez l'occasion, à l'issue de ce webinaire, d'avoir des témoignages, des présentations de collectivités qui se sont engagées dans ce type de projet et qui aujourd'hui peuvent faire et peuvent partager, je dirais, l'intérêt aussi bien technique qu'économique d'avoir recours à ce type de technologie. Pour revenir au conseil de proximité, bien évidemment, dans un premier temps, il faut bien identifier la validité, je dirais, d'aller un peu plus loin et d'étudier quel est là ou les solutions qui peuvent être entrevues dans le cadre de votre projet. Et donc dans ce cadre-là, il y a un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement financier qui se font notamment au travers du fonds chaleur renouvelable, que l'ADEME a en gestion depuis plus de 10 ans maintenant et qui vise donc à accompagner aussi bien les collectivités locales que les entreprises à la mise en œuvre de solutions donc faisant appel à la chaleur renouvelable, aussi bien bois énergie, solaire thermique, géothermie et également chaleur fatale, qui a plus une vocation, je dirais, industrielle, et donc de mettre en place des dispositifs de soutien technique et de soutien financier pour la mise en œuvre de ces solutions techniques. Bien évidemment, ces projets-là, quand ils sont instruits, font l'objet du respect d'un certain nombre de critères d'éligibilité, l'idée étant de pouvoir vous accompagner sur des projets qui sont viables techniquement et qui sont viables aussi économiquement dans le temps. Donc les accompagnements sont au niveau des études de faisabilité, pour pouvoir bien évidemment bien dimensionner un projet, apporter des éléments économiques, voir en effet dans quelle mesure l'opération répond au mieux à votre attente. Et puis il y a bien évidemment des accompagnements aux investissements, parce que c'est vrai que comme l'indiquait Antoine, les solutions chaleur renouvelable aujourd'hui peuvent présenter, pas dans tous les cas, mais peuvent présenter des surcoûts par rapport aux énergies, je dirais, fossiles, aux énergies traditionnelles, que sont le fuel, le gaz notamment, mais présentent un intérêt très important qui est une optimisation, ou du moins des coûts d'investissement, des coûts d'exploitation, pardon, en termes d'entretien, de renouvellement matériel qui sont optimisés. Donc, il y a nécessité de pouvoir accompagner les maîtres d'ouvrage, aussi bien publics que privés, sur les investissements, donc sur l'investissement de départ. Et donc, c'est ce qui est un petit peu décrit sur ce document. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des critères d'éligibilité en termes de mégawattheures d'énergie fournie par le système, en termes de coûts notamment, et en face, il y a des règlements spécifiques pour chaque filière d'aide qui correspondent généralement à une aide mise en œuvre. Pour compléter ma présentation, l'agence est aussi veille et très vigilante sur toute la chaîne de valeur concernant la mise en œuvre de ce type d'opération. On a évoqué la réalisation d'études de faisabilité. Ces études de faisabilité doivent être réalisées sur la base de cahiers des charges, donc on fait en sorte de ne rien oublier quand on étudie la faisabilité d'un projet technique, aussi bien en termes de ressources, en termes de mise en œuvre notamment.
Ça, c'est un point important. Et ces études-là doivent être réalisées par des bureaux d'études compétents qui sont qualifiés, et notamment qualifiés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, autre point important, c'est la mise en œuvre de ces installations techniques. Et donc là aussi, il y a tout un travail qui a été réalisé pour faire en sorte que vous puissiez vous appuyer sur des professionnels qui sont compétents pour la mise en œuvre de ces solutions techniques. Et puis, bien évidemment, il y a ensuite la mise en service et surtout l'exploitation de ces technologies. Et là aussi, on a nous une préoccupation. Alors quand je dis préoccupation, on a apporté un certain nombre de réponses qui vise notamment à vous aider, alors aider les agents techniques des collectivités à pouvoir conduire d'une façon optimale leur équipement. Parce que comme toute solution technique, ou comme tout équipement technique, un équipement en chaleur renouvelable est une installation technique qui nécessite de la surveillance, du suivi au niveau de son fonctionnement, et surtout la nécessité de maintenir ses performances. Et pour tout cela, il faut en effet être formé, savoir en effet comment on conduit une installation de production de chaleur à partir d'une chaufferie biomasse, comment on conduit une installation de production d'eau chaude sanitaire grâce au solaire, comment on conduit une installation faisant appel à la géothermie. Et tout ça, c'est nécessaire. Bien évidemment, il y a des professionnels, mais vous avez aussi, vous, la nécessité de pouvoir assurer la qualité de prestation de ces professionnels, et aussi, éventuellement, d'en assurer en interne l'entretien. Et donc, toutes ces nécessités, je dirais, de pouvoir assurer un suivi dans le temps et le maintien des performances passe notamment par des formations qui sont mises à disposition. On en a mené un certain nombre, notamment sur le bois énergie. On a pu organiser des formations décentralisées sur le département des Pyrénées-Atlantiques, permettant notamment des agents de collectivité de pouvoir être, je dirais, formés et assurer, je dirais, encore une fois, le maintien de ces performances. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur le type d'accompagnement que l'ADEME peut apporter. Aujourd'hui, on a une réflexion qui est en cours sur le département des Pyrénées-Atlantiques pour, on va dire, intensifier le développement de la chaleur renouvelable concernant aussi bien des petits projets que des projets de moyenne ou de grande importance. Et donc, il y a tout un travail qui est mené actuellement, notamment avec les agglomérations du Pays Basque et celle du pôle métropolitain Béarn, et qui vise notamment à essayer de pouvoir formaliser je dirais, et identifier des projets matures à court et moyen terme qui pourraient donc s'inscrire dans le cadre de contrats de développement de chaleur renouvelable. Alors je l'évoque, mais on aura certainement l'occasion, ou vous aurez certainement l'occasion d'être sollicité par ces agglomérations ou ces acteurs qui vont se positionner sur le département des Pyrénées-Atlantiques pour mener donc à bien ces projets qui visent notamment, et ça je trouve que c'est un point important, accompagner petits projets qui ne sont pas forcément individuellement éligibles au fonds chaleur, mais qui peuvent l'être dans le cadre de contrats de développement, donc qui regroupent plusieurs petits projets à l'échelle d'un territoire, qui peut être à l'échelle d'un département ou de territoires plus restreints. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Je vais en plus être obligé de vous abandonner. Là, j'ai une contrainte personnelle. Bon, je suis encore là à 5 petites minutes, donc je vous écoute, et par la suite, n'hésitez pas à relayer ou faire remonter vos interrogations auprès d'Antoine, auprès de l'association des maires et présidents des communes des Pyrénées-Atlantiques, ou directement auprès de moi. Je vous remercie. Merci Alain. Du coup, pour la suite, j'avais prévu là un petit retour d'expérience sur une installation solaire sur Bayonne, et ensuite Henri Bellegarde prendra la suite aussi pour vous montrer un peu ce qu'il a fait sur sa commune. Du coup, là, c'est simplement une résidence en fait de logement, de logement sur Bayonne, où ils ont mis 105 mètres carrés de capteurs solaires. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un appoint qui est fait au gaz naturel là-dessus, et il couvre donc sur l'année 57% en fait des besoins grâce au solaire. Là en bas, vous avez un schéma, en fait, ça en vert, c'était ce qui était prévu dans la théorie, dans les études, et en jaune, c'est ce qu'ils ont relevé, donc la première année de fonctionnement, et je ne sais pas s'ils ont fait les années suivantes, non, c'est seulement sur la première année de fonctionnement. En fait, ce
qui est intéressant de voir, c'est que avant de faire cette installation solaire, on a bien étudié réellement le besoin et l'étude en fait relaye bien ce qui est réellement consommé avec le fonctionnement du solaire. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est vraiment important, au moins sur le solaire. Sur le bois énergie, ça l'est moins parce qu'on a aussi plus de retours d'expérience peut-être, mais sur le solaire, c'est vraiment important qu'on ait une bonne connaissance des consommations, une étude qui soit vraiment bien détaillée sur ce sujet-là, pour que derrière, on se retrouve pas en fait avec des consommations qui soient pas du tout corrélées à ce qui avait été prévu, et du coup un système qui risquerait de se fatiguer dans le temps. À droite, là, vous avez justement le schéma qui a été utilisé. Donc, il y a un schéma en fait standardisé. Donc, le schéma à droite, là, c'est les schémas qu'on voit en chaufferie qui représentent en fait la liaison entre les panneaux solaires, les ballons, l'appoint, les consommations. Et voilà, et ils ont respecté ce schéma-là parce qu'ils savent que ce schéma-là fonctionne très bien. Voilà. Après, ils ont utilisé un système auto de vidangeable. Bon, il y a différentes technologies qui sont adaptées suivant en fait les consommations. Et je laisse tout de suite la parole du coup à Henri Bellegarde, maire de Bedouce, pour pouvoir vous expliquer sa démarche sur sa commune avec la réalisation d'un réseau de chaleur au bois déchiqueté pour plusieurs bâtiments et une installation de géothermie sur sonde pour l'école. Merci Henri. Merci Antoine. Vous m'entendez? Oui. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, donc sur la commune de Bedouce, aujourd'hui, nous avons un petit réseau de chaleur qui a été mis en fonctionnement en 2015. Alors, ce réseau de chaleur, bon, il est venu donc suite à ma participation un petit peu aux travaux du syndicat du Pays d'Oloron et en association avec l'association des communes forestières qui donc s'intéressait au bois énergie. Et nous sommes donc emballés sur un territoire où il y a du bois produit et il y a même sur le territoire donc un scieur qui produit de la plaquette du bois déchiqueté. Donc, nous n'avons pas de gaz en Vallée d'Aspe, donc les énergies fossiles ne sont pas forcément celles qui sont les plus accessibles hein, et de moins en moins. Donc, nous avons bien sur un petit secteur où il fallait construire une maison de santé pluridisciplinaire de 700 mètres carrés. Nous avions d'autres bâtiments anciens à requalifier. Et donc, à l'appui de ces perspectives là, données par le bois énergie, on avait lancé une étude de faisabilité pour faire un petit peu des ratios, des comparaisons. Et donc, il s'est avéré que, alors bien sûr, avec le concours de l'ADEME, hein, via la région et le département, donc avec des aides, donc le projet a été déclaré donc réalisable, hein, voilà, tant sur le plan technique que sur le plan économique. Alors, le réseau de chaleur en lui-même n'est pas très important en linéaire, hein, il fait moins de 200 mètres. Nous avons donc une chaufferie avec une chaudière bois de 100 kW et en appoint, comme l'a décrit Antoine tout à l'heure, nous avons une chaudière fuel, voilà, que l'on sollicite, qu'on essaie de solliciter le moins possible. Hein. Bien sûr, c'est le bois qui est notre source d'énergie privilégiée. Et vous le voyez sur la photo là, donc il y a un camion qui est en train d'approvisionner un silo enterré de 75 mètres cubes. Voilà. Donc avec ce réseau de chaleur et cette chaudière bois complétée en cas de besoin par la chaudière fuel, donc nous produisons le chauffage pour la maison de santé, pour la médiathèque
pour la poste, la pharmacie et 12 logements qui sont donc regroupés un petit peu autour de cette chaufferie. Voilà. Nous sommes très satisfaits de pouvoir utiliser déjà une ressource locale. Alors, elle n'est pas aussi locale que pressentie lors de l'étude du projet, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours de la production de plaquettes à moins de 4 km de la chaufferie, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé les conditions pour pouvoir amener cette plaquette à un niveau de séchage suffisant. C'est-à-dire que le scieur, l'artisan là qui produit cette plaquette n'a pas d'installation pour pouvoir abriter la plaquette, la stocker et simplement la faire sécher. Voilà. Bon, on ne désespère pas. Il faudrait sans doute que d'autres réseaux de chaleur, d'autres chaudières voient le jour dans le secteur pour qu'on puisse peut-être envisager quelque chose de qui soit économiquement viable aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, notre bois déchiqueté, il vient du plus près des producteurs qu'on a pu voir sur la carte présentée par Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vient de la Soule, entre Tardets et Moléon. Voilà, nous sommes donc parfaitement satisfaits de cette installation enfin nous et les utilisateurs, les abonnés de notre réseau de chaleur sont satisfaits. Voilà, donc nous avons à travers ça donc un peu d'activité, une création de petites activités locales. Bon, nos agents bien sûr font la petite surveillance, le petit entretien. C'est nous qui gérons l'approvisionnement. Et après, on a fait appel à une société pour la maintenance principale et pour le pilotage de la chaufferie, donc un privé, une société privée qui maîtrise bien ce genre d'installation. Et je puis vous dire que c'est confortable que de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là qui aujourd'hui arrivent à optimiser les réglages et le pilotage entre les chaudières pour les prises de relais, les apports des compléments en énergie. Bon, tout ça est maintenant même pilotable à distance, et enfin en tout cas surveillé à distance. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, pendant quelques années, nous a demandé quand même à nous, élus et techniciens, un peu d'investissement pour bien s'approprier le système. Mais aujourd'hui, ça y est, tant sur le point de la gestion financière que technique, on a maintenant une bonne maîtrise de cette installation et nous en sommes vraiment satisfaits. Et d'ailleurs, si un jour il y avait une visite souhaitée des installations sur place, il n'y a pas de problème, ça pourra s'organiser. Donc moi je voulais en fin de ce propos dire un grand merci à la COFOR, à l'Association des communes forestières et à son chargé de mission Antoine, qui a aussi été utile dans l'accompagnement de la mise en service de ce réseau et dans l'amélioration, l'optimisation un peu de son fonctionnement. Voilà, bon, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors, bon, ça a été possible, encore une fois, je le dis, sur un secteur où il y avait plusieurs bâtiments quand même d'une certaine importance qui étaient regroupés et où il fallait tout rénover en même temps, quasiment. Voilà. Donc, c'est ce qui a permis de pouvoir faire une étude globale. Voilà. Donc, un peu plus tôt, c'était en 2010, donc nous avons rénové notre groupe scolaire, enfin le bâtiment principal du groupe scolaire. Et à l'arrière de ce bâtiment, nous avions un petit espace vert là, dont nous ne faisions pas grand-chose. Et c'est donc notre architecte qui nous a proposé d'étudier
production d'énergie à partir de la géothermie. Et donc, là aussi, il y a eu une petite étude qui a été faite, mais c'était vraiment c'était moins conséquent. Donc, sur ce petit terrain, il y a 8 sondes, donc ils sont regroupés en 2 groupes de 4, qui sont implantés à 30 mètres vertical, et avec 2 pompes à chaleur. Donc, on récupère l'énergie qui sert à chauffer le bâtiment dans lequel il y a 4 salles de classe, des sanitaires, le bureau de la directrice, puis quelques parties communes. Et là encore, bien sûr, avec le rendement qui a été indiqué tout à l'heure par Antoine, donc 1 kW électrique produit 4 kWh d'énergie. C'est très confortable, et puis économiquement, c'est aussi intéressant. Voilà ce que je puis dire. Bon, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup, Henri. Je vous avais mis juste une dernière carte qui représente, en fait, tout à l'heure, Alain Mesdac de l'ADEME parlait des entreprises qualifiées RGE. Voilà, c'est pas représentatif forcément, mais c'est sur un site internet. Et pour chacune de nos énergies dont on a parlé ce soir, en fait, on a des entreprises qui sont qualifiées pour la réalisation de ces travaux-là, qui ont ces qualifications RGE. Du coup, on peut aller chercher les financements en utilisant ces entreprises-là. On peut aller chercher les financements ADEME. Après, voilà, il faut détailler par rapport aux histoires de seuil du fonds chaleur et d'autres, mais on a les capacités sur notre département de pouvoir développer tous ces projets-là. Et ils se développent, on a vu sur Bedouce, sur Bayonne, on en a un petit peu partout sur le département aujourd'hui. Et on a les professionnels pour nous accompagner dans ces démarches-là. Je vous remercie de votre attention. Des questions.